Bon, en tout cas, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir dans un contexte un petit peu particulier qui nous touche tous de près ou de loin par rapport à ces incendies qui ravagent le sud Gironde et une partie du bassin. On a voulu maintenir quand même ce rendez-vous parce que finalement, c'était un thème qui est plutôt d'actualité. Sur cette rencontre au pavillon, qui est la 4e rencontre dans le cadre de l'exposition sur le sport dans les Landes. Donc voilà, il y a différents thèmes qui seront abordés, mais ce soir c'est sport et nature. Donc voilà, on est un petit peu dans ce sujet-là. Euh, voilà, bienvenue à l'écomusée. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, je ne suis pas un grand bavard. Je remercie Mathilde Bois d'avoir organisé cette belle rencontre. Et puis merci aux invités d'être venus aussi. Voilà, quelque part, je pense qu'il y a des gens qui vont nous voir sur Facebook Live et qui sont peut-être quelque part aussi un peu heureux d'avoir un peu une autre thématique que ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci Mathilde. Alors, est-ce que ça marche aussi niveau technique ? A priori, on est bon. Bonsoir à tous et toutes. Donc, moi, je suis Mathilde Bois, la chargée des expositions. Et donc, effectivement, on est là pour les 4e rencontres au pavillon autour de cette exposition pour donc un sujet qu'on a intitulé Sport et nature, terrain de jeu ou espace fragile, donc qui est forcément d'actualité, comme l'a dit Denis. Alors, pour discuter, échanger ce soir avec nous, donc on a le plaisir d'accueillir Vincent Duvignac. Donc tu es champion de France et d'Europe, notamment en surf, et tu es adepte du free surf. Tu auras peut-être l'occasion de nous en parler. Donc une pratique plus libre du surf et qui est, j'imagine, liée aussi à une vision de la nature que tu as. Nous accueillons également Marie Meunier. Bonsoir. Responsable de l'antenne Land et formatrice de l'association Water Family, qui est une association qui promeut, alors j'ai récupéré votre slogan pour le citer, la préservation de l'eau, de notre santé et de l'ensemble du vivant. Oui. Donc on peut Petite pas mission. être plus dans le thème. On sauve le monde, voilà. tout simplement. Et donc vous menez des actions auprès de tous les publics finalement, à la fois les scolaires, les entreprises, les simples citoyens et aussi les professionnels du tourisme et des sports de nature. Donc tu auras, j'imagine, des données terrain, des éléments, des problématiques et des solutions aussi à évoquer, je suppose, sur ce sujet-là du rapport entre sport et nature. Grosse pression. Et enfin, donc, Frédéric Gilbert, collègue au Parc naturel régional, tu es chargé de la régulation des pratiques consommatrices d'espace au parc. Et à titre personnel aussi, tu es voyageur en kayak de mer. Tu as fait beaucoup de voyages en Europe, à l'étranger et aussi plus local sur le territoire. Donc, tu auras l'occasion d'avoir les deux casquettes finalement, chargé de mission au parc et pratiquant personnel pour évoquer les différentes problématiques liées au rapport au sport et à la nature. Alors justement, quand on a réfléchi à ce sujet de conférence, donc Fred et moi, ce qu'on constate, c'est que les sports de nature bénéficient d'un effet de mode depuis quelques années. Il y a beaucoup de néo-usagers qui les pratiquent. La période post-Covid, évidemment, a accentué ce phénomène-là. Mais pas seulement, il y a aussi des innovations technologiques en termes de matériel depuis quelques années qui permettent de pratiquer de plus en plus en solitaire, de plus en plus dans des endroits dits reculés de la nature. Et également le phénomène des réseaux sociaux qui poussent à se mettre en scène dans des situations soit de performance sportive en milieu naturel ou simplement d'expérience en milieu naturel et en pratique sportive. Donc, je commencerai par toi peut-être Fred pour un petit constat d'état rapide justement des sports de nature en termes de chiffres par exemple ou de problématiques à ce sujet. La première chose, vous m'entendez ? Est-ce que... ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà 2 Français sur 3 qui annoncent faire du sport. Il faut appuyer sur un bouton. Lequel ? Il faut juste lever. Ça va le même. Secoue. Le micro particulier pour notre collègue Fred. Si vous lui faites des pièges. Mais oui. C'est un piège. C'est bon là ? C'est pas drôle. Merci. C'est bon ? Donc effectivement, 2 Français sur 3 déclarent déjà faire une pratique sportive.
première chose. Et parmi eux, effectivement, plus de la moitié pratiquent une activité en pleine nature, ou du moins en plein air. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire du matériel pour pratiquer, un média. Donc ça peut être un surf, ça peut être une planche à voile, ça peut être des chaussures de randonnée ou une simple boussole. Mais c'est aussi aller dans un espace. Et donc effectivement, il y a une explosion qui s'est produite en deux temps. Dans les années 80, ce qu'on a appelé l'apogée du plein air, où on était plus sur des personnes qui sortaient de l'aventure, qui commençaient grâce aux colonies de vacances et grâce au centre de plein air du CPA que tout le monde connaît, a permis de divulguer des pratiques du canoë en fibre qu'on construisait soi-même avant, bien avant Décathlon, hein, et on faisait souvent les premiers vélos qui n'étaient pas encore des VTT, et qui a permis de mettre beaucoup une démarche plutôt sociale avec les bases de loisirs de pleine nature, notamment des départements qui ont explosé partout en France. Puis est arrivée une seconde vague plus récente, effectivement, avec exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'explosion du numérique, du matériel, de la technologie, aujourd'hui du matériel hybride. On est passé avec des choses qui allaient sur l'eau, dans l'air, sur la terre, mais maintenant on a des choses qui vont sur la neige, dans l'air, dans la boue, sous terre. Donc on a des facilités, et en plus, surtout ce qui a beaucoup changé, c'est l'accessibilité de ce matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter son VTT, sa planche à voile, son ski surf. Et donc quand on pose la question à quelqu'un, et on pourrait faire le test ici, qu'est-ce que vous avez dans votre garage? Eh bien, tout le monde a au moins 2, 3, 4, voire 5 petits matériels de plein air, sans être ni licencié dans un club, sans être un expert, mais par contre, finalement, c'est des tribus de copains, c'est des rendez-vous, effectivement, pour se filmer. J'ai vu un truc sur le vidéo qui m'attire, et se développe plus récemment encore l'itinérance avec les bivouacs, etc. Et c'est des publics, ce qui est très récent et qui concerne vraiment une grande partie des Français et étrangers, c'est des publics aussi familles qui commencent à se mettre au plein air. C'est-à-dire, si à une époque c'était tribu reconnue par un type de vêtements, un type de pratique, ou au contraire revendiquer une forme de liberté, aujourd'hui c'est aussi de la pratique en famille, pas forcément très loin de chez soi. C'est pas forcément la grande aventure. Et il y a des acteurs publics qui permettent aujourd'hui de partir à vélo sur des grandes pistes cyclables, des grands itinéraires pédestres, jacquèrent depuis le XIe siècle. Voilà, donc effectivement, il y a une explosion d'activité en France, mais pas que, hein, un peu partout dans le monde, bien évidemment. Alors justement, tu évoques, Fred, la diversité des publics et des nouveaux publics, y compris familles, qui utilisent ce biais donc, du sport de nature. Et justement, donc, Marie, en tant qu'association de terrain, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous adressez à beaucoup de publics. Donc est-ce que du coup, tu as aussi, toi, des retours de terrain? Est-ce que tu vois certaines problématiques émerger entre les sports et la nature? J'imagine la préservation de l'environnement, la gestion de l'impact finalement de la pratique sportive sur l'environnement. Voilà, toi, en tant qu'association, quel est le discours même que tu as auprès de ces publics-là? C'est une grande question. On l'a vu, je reprends un peu sur les sports de nature, on l'a vu avec le surf qui s'est énormément démocratisé. Là, on a une nouvelle activité aussi, typiquement le parapente aussi, qui est en grande explosion encore plus dans notre région. Je pense juste à ça parce qu'avec le problème de cette démocratisation, c'est qu'on a un public souvent qui a une méconnaissance de la nature et de l'environnement. Donc il y a un gros travail forcément d'éducation à faire derrière, comprendre pourquoi on ne quitte pas un sentier balisé pour aller sur un départ de parapente, pourquoi on ne traverse pas des dunes, etc. On est encore dans une société où les gens consomment la nature et consomment les activités. Donc oui, c'est primordial que tout le monde ait accès au sport. Par contre, il ne faut pas oublier que maintenant, il y a un rôle des clubs, il y a un rôle des fédés, de faire aussi ce travail d'éducation. Ce n'est pas juste de dire non, il ne faut pas passer par tel chemin, il ne faut pas faire ci, il faut comprendre pourquoi on le fait. Donc nous, le message à la Water Family, c'est évidemment qu'il faut expérimenter la nature, qu'il faut aller en extérieur parce qu'on est convaincu qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc forcément que ça doit être d'être dans un cercle vertueux et pas voilà, être entre guillemets donneur de leçons si on veut justement pouvoir continuer de jouer sur ces environnements naturels-là. Mais c'est vrai qu'on a encore un discours où on parle de notre terrain de jeu, et c'est vrai que c'est un truc très anthropocène encore, c'est très l'humain au-dessus, c'est notre terrain de jeu. Non, la nature nous prête un terrain de jeu, et si on veut continuer de pouvoir justement jouir de ça, il faut y faire attention et le préserver. On subit là, il y a des enjeux dramatiques qui sont en train de se passer. Et un enjeu climatique, c'est quelque chose qu'on peut gagner, qu'on peut perdre. Et à force de trop consommer, on risque d'aller très vite dans le mur. On sait qu'on y va, mais maintenant, c'est savoir à quelle vitesse on y va. Voilà.
Et justement, donc, pour donner la parole aussi à Vincent, tu parles de consommer la nature, etc. Toi, tu pratiques typiquement un sport où tu dois t'adapter à la nature, aux conditions météo, etc. etc. Tu as aussi, finalement, tu as été titré sportif professionnel haut niveau, etc. Tu as vu ce monde du surf et tu dis dans tes interviews que tu t'en éloignes un petit peu pour pratiquer justement le free surf. Donc, voilà, comment toi, en tant que sportif de haut niveau et toujours pratiquant, comment tu t'intègres cette problématique-là de rapport à l'environnement et d'avoir le moins d'impact possible quelque part? Ouais, alors j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que j'ai grandi autour de Mimizan et plus précisément à Pontinx-les-Forges, dans la forêt. Et finalement, c'est pas directement, l'accès n'est pas direct à la plage, il y a quand même 20 km pour aller à la plage. Et du coup, j'ai passé beaucoup plus de temps à rêver de surf qu'à surfer jusqu'à mes 12, 13, 14 ans, quoi. Du coup, j'ai eu une certaine sensibilité à la nature, à tout ce qui m'entourait. Et maintenant, j'ai 34 ans. Et en effet, j'ai vu beaucoup de changements entre lorsque j'ai débuté le surf à 8 ans et maintenant. Ça, c'est clair. Oui. Donc après, pour revenir au sujet, maintenant forcément il y a de plus en plus, ça s'est démocratisé, voilà, comme le disait Marie, il y a de plus en plus de monde dans l'eau et maintenant en effet c'est au rôle des formateurs, des clubs, des écoles de surf aussi, parce qu'il y a des clubs de surf à différencier des écoles de surf, il y a plein d'écoles de surf. Et ce sont des écoles de surf privées. Et après, les clubs de surf, en général, il y en a un par station balnéaire. Celles-ci ont davantage un rôle pédagogique à donner. Et ce sont elles qui doivent éduquer, ces clubs doivent éduquer davantage les gens. Et dans éducation, comme disait Marie, il y a sensibilisation. Ça, c'est hyper important, cette note-là. Parce qu'en effet, les gens maintenant viennent consommer du surf. Mais voilà, il faut apporter cette sensibilisation qui, lorsqu'ils prennent un cours de surf, quand ils vont rentrer chez eux, ça peut être dans une ville ou que sais-je, mais en tout cas, il faut qu'ils aient maintenant davantage de sensibilité pour pouvoir comprendre les enjeux environnementaux actuels, quoi. Le but, c'est d'aller, voilà, comme le dit si bien Marie, c'est d'aller le plus lentement possible dans le mur. Il ne faut pas être pessimiste, mais c'est pas que du bon. Je ne sais pas si vous le savez, mais le surf, ce n'est pas un sport respectueux de l'environnement. Voilà, c'est du greenwashing de dire que le surf est respectueux de l'environnement. Donc ça, il faut arrêter de se mentir là-dessus. Le surf, ce sont des combinaisons de néoprène qui polluent énormément. La production de néoprène, c'est le pire. Certes, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, mais ça vient au compte-gouttes parce que ça reste du marketing. On veut vendre des combinaisons, ça reste du marketing. Donc ça vient très lentement. Tant qu'il n'y a pas une vraie recherche et développement dans le milieu du surf business, ça restera du greenwashing. Il y a un peu plus d'évolution sur la production des planches de surf. Pourquoi ? Parce que les meilleures planches de surf, ce ne sont pas celles qui viennent de Chine, ce sont celles qui sont faites par des artisans. Et les artisans en ont marre d'en prendre plein le nez avec les poussières de résine polyester, époxy. Ils utilisent énormément de matériel depuis très longtemps. On pourrait croire qu'ils sont surprotégés, mais certainement pas assez. Il y en a plein qui ont chopé des maladies assez graves, notamment en utilisant la résine que l'on met sur les planches de surf. Malgré tout, il y a davantage de recherches par rapport à ça. Il y a des jeunes ingénieurs qui sortent d'écoles passionnés de surf, parce qu'il y en a de plus en plus, ça, vous le savez, il y a de plus en plus de passionnés de surf, qui arrivent à trouver des solutions et qui s'engagent dans cette voie-là. Et ça, du coup, ça donne plus d'optimisme dans le surf. Donc voilà. Je pense que c'est important de souligner que faut arrêter de croire que tout est vert dans le surf. Et ce qui est important, c'est clair, c'est les messages
que les clubs et éducateurs, je suis éducateur sportif aussi, j'enseigne le surf, on a une école de surf avec mon frère sur Mimizan, on doit justement exprimer réellement où on en est en fait. Voilà, ce qu'est le surf et ce qu'on est en train de faire et apporter de la sensibilité à chaque personne qui va venir surfer. Donc il y a l'éducation, il faut leur faire comprendre aussi le milieu dans lequel on évolue. Et ça, pour moi, c'est une évidence, quoi. Maintenant, si on veut protéger quelque chose, il faut le comprendre, il faut l'apprendre. Il faut savoir d'où vient le sable sur lequel on marche pour aller surfer, d'où vient, comment sont formées les vagues, pourquoi il y a des courants, les dunes que j'ai traversées avant de me garer sur le parking, depuis quand elles sont là. C'est important de savoir ça. Il y a très peu de personnes maintenant, voilà, parce qu'il y a un afflux énorme touristique et de consommateurs de pratiques sportives qui arrivent, et en effet elles n'ont pas ces connaissances-là, et je pense que c'est très très important de leur apprendre ça. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Nicolas Hulot qui l'a dit, ouais, voilà, il fallait apprendre pour pouvoir protéger. Il a dit quelque chose comme ça, mais il n'y a pas que lui qui l'a dit, heureusement. Et c'est quelque chose de très 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 important, l'éducation, la sensibilisation. Alors pour rester peut-être dans le côté innovation de matériel dont tu parlais, l'espoir pour une recherche et développement plus écologique et plus développement durable. Toi, donc, Frédéric, tu es aussi, donc, je l'ai dit, pratiquant de kayak de mer à titre personnel. Est-ce que toi, tu as le même discours sur ta pratique sportive que Vincent, par exemple, sur le surf ? Alors, moi, ma pratique sportive, ce qui me passionne, c'est longer le trait de côte, où qu'il se trouve, autour d'archipels, autour de longues côtes à falaises, de côtes de sable. Donc, ça fait un peu plus longtemps que je navigue. Donc, c'est vrai que ça fait 30 ans que je pratique le long des rivages. Et bon, moi, je constate l'érosion, classiquement. Donc, on a beaucoup parlé à la Cano, qui a organisé un forum sur ce thème récemment. Mais moi, en fait, c'est de la contemplation, c'est de la glisse, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la sensibilité et de l'humilité de rapport à la mer, parce qu'un kayak est très petit par rapport aux événements qu'on peut subir sur la mer, hein, que ce soit la houle, le ressac ou même des mauvais passages, hein, du vent, etc. Et donc, du coup, c'est de se faire humble et de comprendre qu'on est accepté, effectivement, par la nature. Moi, je pratique beaucoup l'idée de la pratique sans trace, qui nous vient des Québécois, hein, Leave No Trace, c'est dans l'idée à la fois, déjà on n'a pas de balisage en kayak de mer, on n'a pas de sentier, donc quand on est passé, il n'y a aucune trace derrière nous, donc ça c'est assez agréable. On est amené à rencontrer et à transporter très peu de choses, donc on rencontre des gens avec lesquels on n'a pas d'échange matériel, puisqu'on peut transporter très peu de choses. Donc quand on part en itinérance sur 8 à 15 jours, les seules choses qu'on emmène, c'est les souvenirs, éventuellement un petit peu de sable, et de moins en moins, puisqu'on comprend qu'effectivement il vaut mieux le laisser sur place, mais de toute façon on n'a pas beaucoup de place dans un kayak. Donc ce qu'on raconte, ce qu'on partage avec les insulaires par exemple, c'est comment on est arrivé jusque-là, à la force humaine, comment on a composé avec la météo, comment on a composé avec sa technicité. Donc vraiment le kayak de mer pour moi c'est du voyage, de la contemplation et de l'humilité. Par contre, ce que je constate avec les années, c'est que ce qui est important, qui a été dit tout à l'heure, mais qui mérite d'être précisé, c'est qu'il y a le comportement individuel qui peut faire changer les choses. Donc on pourra en reparler peut-être. Sa pratique, son respect, on y va à vélo plutôt qu'en voiture, etc. Bon. Il y a l'envie de transmettre, c'est fondamental. Bon. Mais il y a la question qui arrive, c'est le nombre, la répétition, les périodes, de plus en plus dans l'année, dans de plus en plus d'endroits. Toutes les zones sauvages, jusqu'à quand elles sont-elles restées sauvages? Et il y a le partage. Je ne parle pas de la transmission, le partage sur Internet. J'ai un spot, je le partage. Et du coup, le lendemain, il y a 10 personnes. La question, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a son rapport à la nature individuelle, qui peut être, je pense, au départ bienveillant, chacun. Mais des fois, on loupe certes, on peut avoir un rôle actif et positif vers les enfants, de faire aimer, mais aussi leur dire attention, de ne pas y aller tout le temps. Il y a des périodes où c'est peut-être pas favorable, pour des raisons de nidification, des raisons les gravelots sur la plage, enfin ça tout le monde, ça commence à passer ces messages. Mais aussi, pas y aller peut-être aussi en nombre, ou alors y aller peut-être, on a envie d'aller au crépuscule le soir, puisque du coup tout le monde est parti. Est-ce que c'est une bonne période le crépuscule? Ou tôt le matin? Aujourd'hui, sur Facebook, c'est ça qui vole. Hein. C'est les levées de soleil, les couchers de soleil. C'est le meilleur moment, je suis tout seul.
Il faut se poser ces questions. Voilà. Donc en fait, la question, c'est la récurrence de l'impact. Et puis finalement, est-ce qu'on concentre les gens finalement à un endroit? Est-ce qu'au contraire, on doit diluer? Bon, voilà, c'est les vraies questions du rapport à l'environnement. Moi, en kayak de mer, effectivement, on est peu nombreux. C'est une activité un peu technique. Donc du coup, ça, entre guillemets, ça sélectionne. Par contre, ce qu'on voit, ça a été très bien dit par Vincent, la différence entre la pratique individuelle, la pratique associative et le secteur marchand. C'est-à-dire la proposition de l'offre marchande qui explose, avec du matériel qui va avec, et donc du coup des équipementiers qui poussent à la consommation de l'espace et du matériel. Donc du coup une explosion de la fréquentation. Elle est aussi, on l'a subie quelque part. Le jeune qui n'a pas eu la chance de rencontrer un éducateur sportif qui lui a fait faire son chemin, et bien du coup il va, je ne vais pas donner une marque, mais il va dans un magasin, acheter un stand-up et embarquer là où c'est le plus beau sur Internet, c'est-à-dire un beau petit plan d'eau où il n'y a personne, avec des belles petites algues, peut-être au fond un beau paysage, et il pense être au meilleur endroit du monde. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et justement, ce secteur marchand dont on parle, qui finalement pousse, voilà, on le sait sur le territoire, c'est aussi une manne touristique, une manne financière, etc. Donc, ce que tu disais, Marie, ça n'aurait pas de sens d'interdire complètement la pratique en nature, mais ça pose aussi la question de l'aménagement de la nature. Est-ce que finalement, même aménagement et nature, c'est pas un contresens? Est-ce qu'on doit aménager certaines parties de la nature à la pratique sportive, uniquement à la pratique sportive, ou au contraire partager les espaces aussi avec des personnes qui ont d'autres activités? Ou est-ce que voilà, il faut qu'on soit dans un discours un petit peu plus tranché de préserver certaines zones naturelles et de, par exemple, recréer des choses artificiellement ailleurs. Voilà, cette question de l'aménagement de la nature, finalement, dédiée à la pratique sportive, ça rejoint ce que tu disais au début, notre vision anthropomorphique de la nature, où on se fait passer avant et qu'on arrive presque à modifier, ou en tout cas le milieu, et en tout cas à l'aménager à nos envies, qu'elles soient ludiques ou sportives. Après, la question, elle est dure parce que l'empreinte zéro, elle n'existe pas. On sait que sur chaque action, il y aura toujours du bon ou du mauvais. Enfin, donc pour moi, oui, il y a certaines zones qu'il faut laisser. La nature est très bien faite, elle est résiliente. Donc au bout d'un moment, qu'on a trop tiré sur un système, sur des écosystèmes, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Et ça, on n'y touche plus pour que la nature reprenne ses droits. Sauf qu'il faut du temps pour ça. Et l'humain, nous, on ne sait pas faire. On veut des résultats immédiats, tout de suite, maintenant. Et c'est un peu le problème. Donc il faut arriver à se dire qu'il y a certaines zones, faut accepter que notre pratique ne sera plus la même. On le voit bien par exemple avec le ski. C'est maintenant juste, on ne peut plus penser à faire tirer des canons à neige, etc. Quand on sait les enjeux écologiques, les enjeux climatiques, du réchauffement, etc. Il faut accepter que peut-être que oui, ça sera de faire du ski de fond avec la peau de phoque, qu'il faut changer aussi nos façons de pratique. Quand on parle d'aménagement, après ça dépend sur quelle vision, enfin sur quel terrain on va. Nous, avec la Water, forcément, on est sur des enjeux de préservation de l'environnement, de la biodiversité, de l'eau. Donc, créer tout le temps des aménagements, j'ai envie de dire non, parce que c'est le serpent qui se mord la queue et on va produire encore plus de pollution, plus de choses. Donc, on va essayer d'être plutôt, comme pour les équipements sportifs, d'être plutôt sur... on va faire attention, on va en prendre soin, mais on va essayer d'arrêter de tout le temps construire. Et quand on parle de nature, pour moi, des fois, il y a un peu du non-sens, mais après, avec un autre regard sur une autre pratique bien spécifique, peut-être qu'il y a du sens. Donc, on ne peut pas être aussi binaire, c'est pas aussi facile. On ne peut pas dire oui, non, c'est noir ou blanc. Heureusement qu'on a une palette multicolore, et c'est ça qui fait aussi la richesse des choses, et que le débat, il peut être très, très complexe et très long. Donc, je pourrais pas, pour moi, c'est impossible de répondre oui, non. En fait, chaque chose. Par contre, il faut avoir une vision holistique, je pense, des choses et de la nature, de la faune et de la flore pour pouvoir répondre à ça. Mais oui, qu'il faut continuer, par contre, de pratiquer. Comme on sait que le sport a des atouts fabuleux sur le bien-être physique, mental, et que la nature a énormément de choses à nous apporter en tant que bien-être. Donc, je m'évade, pardon. Non, c'est le but. Mais... Tu veux réagir peut-être, Vincent? En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'il faut, je pense, profiter justement de toutes ces personnes qui viennent justement pratiquer. Là, je parle pour le surf à la plage, où tout le monde vient à la plage, ils ne vont pas se cacher dans les ruisseaux pour faire du surf, donc ils viennent à la plage. Faut se servir justement de cette émulation pour notamment la pratique du surf, pour faire passer les bons messages. On est tous dans le même bateau, qu'on vive à Paris ou au fin fond de Pontinx-les-Forges, on est tous dans le même bateau.
On subit tous les effets climatiques qui vont arriver dans les prochaines années. Donc c'est sûr que la personne qui travaille toute l'année dans un bureau, qui vit en ville, elle va voir souvent la même chose et elles vont pas voir les autres choses que nous, on va voir à l'extérieur dans la nature. Donc c'est à ce moment-là justement où elles vont venir en vacances sur la côte qu'il faudra justement faire passer les messages de la sensibilisation, justement pour que les messages passés soient compris, et une fois qu'ils seront retournés à Paris, qu'ils en parlent autour d'eux. En fait, il faut qu'on ait tous la même vision des choses. On a souvent, à cause ça peut être du marketing, ça peut être, si on regarde trop la télé, c'est des exemples bateaux, hein, mais on est souvent renfermé sur nos visions. Et je pense que la vision, l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Il faut qu'elle soit la plus large possible, quoi. Pour qu'elle soit la plus large possible, il faut arriver à comprendre, à être sensibilisé à plein de choses. Donc je pense qu'il faut se servir justement de tous ces gens qui vont venir pratiquer pour faire passer les bons messages. Et après, pour ce qui est de l'aménagement des zones d'activité, je pense qu'il faut le faire parce qu'il y aura de plus en plus de monde. Comme le dit Marie, le sport, ça a des vertus physiques, psychiques. Il faut en faire, c'est hyper important. Et je pense qu'il faut emménager les zones de façon à pouvoir accueillir ce public-là. Et surtout les emménager sans faire des gros parkings dégueulasses qui vont limiter les infiltrations d'eau. Enfin, je veux dire, il faut vraiment penser le truc humainement, écologiquement, et c'est lié, quoi. Voilà. Justement, oui, en tant que chargé parc de ça, peut-être que ça... Je ne sais pas si c'était là-dessus que tu voulais non, je voulais réagir à deux choses qui viennent dites. C'est important que chacun sache ici que 90% des 15-36 ans habitent en ville. Donc ce que vient de dire Vincent, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'ils ont des codes de la ville. Pas ceux de l'environnement libre, parce que le surf, c'est la liberté, justement. Il y a peu de parking, en tout cas. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de voiture. Donc, c'est deux schémas qui se culbutent, entre guillemets. Et quand je reviens chez moi, finalement, les codes que j'ai en ville, tout est codifié. Il y a un petit bonhomme qui marche, c'est l'endroit où je dois passer. Il y a une piste cyclable, c'est là où je dois faire du vélo. Et dans la nature, il n'y a pas, justement, ces choses-là. Et donc, on doit apprendre. Et le surf est par nature, ce qu'on appelle une habileté ouverte. Une habileté ouverte en sport, ça veut dire que je dois composer à tout moment avec ce qui arrive, la dureté de l'eau, la hauteur de la vague, le vent, etc., pour conduire ma trajectoire. Parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais une pratique de pleine nature, c'est conduire un projet de trajectoire en maintenant sa sécurité. D'accord ? Et c'est d'abord ça. Et donc, j'ai un engin pour le faire. Et donc, je dois être ouvert en permanence. Un surfeur, il est ouvert à cet instinct de glisse. C'est bon. Mais quelqu'un qui arrive de la ville, qui n'a fait que du basket, du city park ou du tennis, que vous jouiez à Melbourne ou à Paris, le cours de tennis, il est le même. Les lignes sont les mêmes. Il fait peut-être plus chaud à Melbourne. D'accord. Et du coup, d'apprendre cette adhésion à la nature, cette immersion de la nature, c'est très long. C'est très long et c'est des codes. Et il y a eu une époque, sans faire mon vieux, hein, mais l'éducation au plein air, ça existait. Il y avait l'éducation au plein air quand on était à l'école, dans les colonies de vacances, etc. Les enfants ont été, à une époque, dans les écoles, appris à connaître le plein air et vivre avec le plein air. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui se passe. On enferme les enfants, c'est compliqué pour un institut de sortir, d'aller dehors. Notre collègue du pôle éducation serait là, il bondirait sur son siège. On a du mal à faire venir même les enfants à la plage pour des raisons réglementaires. Donc il faut revenir à cette idée. Donc je te rejoins en disant, profitons que tout le monde soit là pour leur passer les bons messages. Mais il faut leur dire aussi que quand ils rentrent chez eux, ils regardent les bonnes chaînes de télévision, quoi. Voilà, ils regardent Voyage plus que peut-être d'autres. Je ne donne pas de nom. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais réagir à cet espace en fait, où on a des cohabitations humaines, on ne vit pas dans les mêmes mondes, bien qu'on soit à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale, c'est pareil. Hein. On n'a pas les mêmes rapports à l'environnement. Et donc, effectivement, certains consomment un espace et cherchent même des codes dans la nature pour... Ce qu'on a oublié de dire, hein, c'est le droit de la nature, là, derrière. Parce que je pense qu'il y a dans la salle, il y en a plein qui disent mais il ne faut pas oublier que la nature, ça appartient à quelqu'un. C'est un propriétaire, c'est peut-être un espace qui appartient à une commune. Donc il y a des droits de la nature, il y a du droit de l'environnement, tout ça. Et ça,
on fait des efforts pour faire comprendre comment fonctionne la nature, sa nature elle-même, l'environnement. Mais derrière, il y a tout le droit de la nature, la police de la nature. Tout ça, c'est des choses qui sont apprises nulle part. Même aux enseignants qui travaillent dans les STAPS, les activités physiques et sportives, ou même les éducateurs sportifs. Mais justement, quand tu parles des néo-usagers, des gens qui vivent en ville, qui jouent au tennis, etc., je me sens un petit peu concernée, du coup. J'avoue. Non, en plus, même pas. Mais... Pas du tout, non, mais voilà, typiquement, moi, je sais que je serais dans le cas de figure. Voilà, je pratique pas souvent un sport en nature. Je veux bien le faire. J'arrive pas malveillante, mais non, je sûr. sais pas où me renseigner. Je sais pas, etc. Et donc, les néo-usagers, justement, c'est tout le problème. Il y a la plupart, j'imagine, il y a un bon pourcentage arrivent avec de bonnes intentions, mais soit manque d'informations. Donc c'est là que on a tous un rôle à jouer, ou voilà, ou font des erreurs, ou ne savent pas interpréter. Donc voilà, en tant que toi, par exemple, l'association de terrain, j'imagine que du coup, tu cibles aussi ces personnes-là dans le discours que tu as de formation, de sensibilisation. Puisque, voilà, quelque part, on arrive dans la nature, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est la nature qui nous prête ce fameux terrain pour faire du sport. Après, je veux dire, comme pour tout, et c'est la base, je pense, que ce soit enfant ou... Oh, il donne des ordres aussi, hein, avec ses petites notes et tout, on dirait il est cool surfeur, mais il a vu le tacle. Pardon, j'ai pas, oui, parce que peut-être que c'était pas très intéressant ce que j'allais dire, je voulais pas que ça soit enregistré. Je me suis fait griller. Du coup, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça, finalement, vers qui on se tourne pour avoir des messages. Alors ça, moi, je ne vais pas avoir la réponse. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que, comme pour tout à chacun, est-ce qu'on apprend aux plus petits et comme aux plus grands, il faut savoir être curieux aussi. Donc, à partir du moment où on va quelque part, il faut avoir un instinct de curiosité et savoir se renseigner. Maintenant, on a la chance, avec que ce soit les réseaux sociaux, avec Internet, on Google et on sait qui s'adresser. C'est vrai que, par contre, il y a beaucoup, des fois trop d'informations, on ne sait peut-être pas où aller, mais je pense que nous, en tout cas, l'intention qu'on a peut-être, parce que moi je ne suis pas spécialiste de tout les sports, pourtant j'ai un cursus STAPS où on pourrait se dire que, mais en final les choses évoluent aussi beaucoup et beaucoup trop vite, tant mieux que ça soit de plus en plus réglementé. Après on a un super comité départemental, on pourra demander à Lorraine plein d'informations sur les sports de pleine nature. Non mais c'est dur, c'est vrai de savoir juger, et à chaque fois nous, juste le message, c'est savoir d'être curieux et de se dire d'y aller en étant humble et petit, et c'est déjà la plus grande base. Et si on y va avec de l'empathie, de la bienveillance avec ce qui nous entoure, tout ce qui est c'est vivant, hein, ces petits arbres, ces petites plantes, on les adore, qu'il faut être humble. Je ne saurais pas répondre spécifiquement parce que chaque sport a sa ligue, a sa fédé, a ses codes, a ses codifications, donc c'est pas évident. Donc je dis, allez vous renseigner solo sur la toile. Mais 30% des gens aujourd'hui sont adhérents dans un club où voilà, 70% ne sont plus du tout dans les fédérations. Donc ils s'adressent à des socioprofessionnels, donc éducateurs sportifs. Ils peuvent s'adresser au secteur marchand qui doivent être porteurs de messages parce que leur activité est sous-tendue à l'existence encore des vagues et des plages. Il faut leur dire que leur business, ce n'est pas leur clientèle, c'est la plage et les vagues. Hein. Donc ils doivent être porteurs de messages. Donc il faut qu'ils s'adressent effectivement après aussi en se posant la question avec ou sans règles la pratique. Et souvent, quand on sort d'une grande ville, c'est surtout sans règles, quoi. La liberté, c'est ça qu'ils viennent chercher. La liberté, donc ils s'adressent à quelqu'un qui leur donne les codes pour aller tout seul. Donc il faut leur expliquer qu'il y a quand même des règles pour des raisons sécuritaires, pour des raisons d'abord de partage de l'espace avec les autres, ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, il faut et puis après, il y a des règles techniques, voilà, et puis des règles après du code de l'environnement. Ça, voilà, on ne peut pas tout faire. Et j'entendais hier soir à la télévision, c'était vraiment intéressant, une émission qui disait on a tous les bulletins météo. On a tous les bulletins montagne, on a tous les bulletins, ça y est, maintenant sur les plages, on n'a toujours pas de bulletins sur les feux de forêt. Voilà, hop, tiens, il y en a un qui a allumé un truc en disant mais oui, pourquoi on n'aurait pas l'indice de risque en forêt ? Ça pourrait nous dire, hop là, c'est peut-être pas le bon jour. Voilà. Voilà, ça avance parce que là, il vient d'avoir quelque chose. Ça avance et l'idée, c'est ça, c'est que les gens, ils sont demandeurs de ça. C'est le clic le plus important, hein, la météo aujourd'hui et l'état des vagues et des plages sur la côte landaise. Voilà. Et peut-être que dans le surf, Vincent, tu peux avoir un avis là-dessus aussi, cette pratique où voilà, les spots sont repérés, qu'il y a des différences de niveau entre surfeurs, etc. Vous chahutez tous les deux. Non, et qu'il y a des différences de niveau entre spots qui peuvent, parfois, on l'a entendu, créer des tensions ou même des accidents parfois parce que voilà, certains n'ont pas le niveau pour accéder à certaines zones. Est-ce que voilà, toi, dans ta
ta pratique à la fois de surfeur et aussi d'éducateur, tu es vigilant à ça? Alors, s'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a de la malveillance, quoi. Dans le surf, c'est un sport quand même où il y a des risques majeurs. Le premier, c'est la noyade. On a vite fait de s'assommer avec sa planche et perdre connaissance. Ou voilà, ça se passe mal si l'utilisateur de sa planche n'a pas suffisamment d'expérience. Il peut vite stresser, paniquer et faire des erreurs. Mais je pense qu'il y a quand même, en tout cas dans le milieu des surfeurs assidus, il y a quand même, beaucoup de choses par rapport justement à l'entraide, au respect. Et à chaque fois voilà, qu'on fait des sessions, par exemple, ça marche ouais. T'as un truc avec le micro. Quand on fait des sessions, notamment l'hiver, quand les vagues sont costauds, il y a toujours, et de plus en plus d'ailleurs, des gens qui regardent s'il y a des surfeurs en difficulté, des choses comme ça. Il y a beaucoup de respect par rapport aux autres surfeurs et à la sécurité. Après, en effet, l'hiver, c'est un autre monde, parce qu'il y a parfois sur la même zone de surf tous les niveaux possibles, du débutant qui vient de découvrir les premières vagues et au surfeur expert qui veut s'entraîner pour sa prochaine compétition. Donc c'est à ce moment-là que ça peut devenir compliqué. Et donc voilà, c'est vraiment, il peut y avoir des tensions, mais ça va être 1 mois et demi dans l'été, 2 mois dans l'été. Donc voilà. Après, pour rebondir à ce qu'on a dit, nouvelles technologies, tout ça. En effet, on a la météo maintenant sur nos smartphones, mais encore faut-il savoir la déchiffrer. Dans le surf, c'est pareil. Il y a énormément de paramètres. Il n'y a pas que la taille des vagues et les marées, quoi. Il y a le vent, il y a la force des vagues selon la période des vagues. La période des vagues, c'est l'espace-temps entre 2 vagues. Ça, c'est une note super importante. Parce que plus il y aura d'intervalle entre 2 ondulations, plus la houle et donc les vagues au bord seront fortes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir davantage de courant. Et à marée haute aussi des vagues de shore break, des vagues de bord beaucoup plus puissantes. Il y a les paramètres aussi liés au vent. Quand on est en situation anticyclonique comme aujourd'hui, justement, on va avoir un vent de terre le matin qui va souffler d'est en ouest. Et à un moment donné, il y aura une bascule dès lors qu'il fera plus chaud dans les terres. C'est le vent thermique de mer qui va monter. Donc là aussi, ça peut dégrader le plan d'eau, ça peut agiter les vagues. Si on est trop dans l'eau, on a vite fait de se percuter entre soi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça, en tout cas, les écoles, on va dire les écoles marchandes, enfin les écoles commerciales, ont tout intérêt, encore une fois, à éduquer, sensibiliser. Sinon, on va se tirer une balle dans le pied, quoi. On est tous les gens qui ont des écoles de surf font du surf toute l'année. Donc, si on veut préserver notre zone qui est magnifique, voilà, il faut bien faire les choses et justement pas que penser au chiffre d'affaires qu'on va faire dans l'été, quoi. C'est hyper important. Et malheureusement, parfois c'est un peu, ça déborde sur le côté capitaliste de la chose. Donc c'est là que ça devient un problème. Dans le surf, on le voit très vite. Les écoles qui font n'importe quoi, c'est les écoles qui envoient les élèves à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quelle marée, juste pour remplir des créneaux, faire du chiffre, et voilà, qu'il y ait orage ou que ça soit marée haute avec un shore break. Donc voilà. Et après, le truc hyper important, là je déborde, mais comment dire, la chose la plus importante sur les années à venir, c'est la qualité de l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important que Marie et la Water Family soient présentes. On sauve la planète. À cette petite table ronde. Et donc voilà, c'est l'enjeu numéro 1. C'est
Voilà, sur les prochaines années, quoi. C'est l'eau. C'est pas que les ressources en eau potable. C'est bien que ça soit le plus important au monde, mais là, pour le coup, dans nos pratiques, c'est la pollution de l'eau, quoi. Voilà. Peut-être que Marie peut nous en parler un peu plus sur, je sais pas, sur. Je vais pas être optimiste. On va pas se pendre, je vous promets. Non, mais après le problème là de la qualité de l'eau, on a ce nouveau le pavillon bleu, mais malheureusement ça nous indique que les bactéries fécales, et on sait bien que ce qui se passe dans l'eau, il n'y a pas que ces bactéries, on a plein de problèmes chimiques, on appelle ça aussi les effets cocktails, et que 100% des pollutions qui se trouvent dans les océans sont dues à l'activité humaine, et 80% des pollutions qui se trouvent dans les océans, ça vient de la Terre. C'est pour ça que notre mot d'ordre, c'est un peu le fameux agir à la source. C'est parce qu'il faut avoir justement des comportements exemplaires sur Terre pour éviter d'avoir une eau de mauvaise qualité. Le surf, évidemment, on le voit parce qu'ils sont immergés. On est dans l'eau au quotidien. Il y a de plus en plus de pathologies, de maladies qui en sortent. Donc, malheureusement, on n'est pas là, encore une fois, sur les unités de mesure. On ne le contrôle pas. Donc, quand on met notre petit drapeau violet, voilà, c'est juste au niveau fécal. Sauf que on le voit aussi, nous, l'été, avec les stations d'épuration qui débordent parce qu'on a une population qui est multipliée par 10, par 20, par 30, et c'est plus du tout calibré. Donc oui, il y a un gros problème de pollution, et ça, là je déborde sur le terme, mais ça parle de nos consommations à nous propres, qu'il faut manger autrement, qu'il faut se déplacer autrement. Là, on est sur des choix éco-citoyens, si on veut continuer de pouvoir justement jouir de cette belle nature. Même ça, c'est aussi très européen. Enfin, le concept de nature, il y a plein de pays de population où le mot nature n'existe pas, parce qu'on en fait partie. Nous, on a fait encore un truc à part où on met la nature. C'est un concept. Enfin, il y a plein de raisons, mais je suis pas là pour philosopher. Mais oui, on doit, si on veut continuer d'agir, il y a une consommation propre à avoir, et c'est s'alimenter et se déplacer autrement. C'est primordial. Ouais. Oui, c'est intéressant de rajouter un acteur dont on a peu parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on a parlé du pratiquant, sportif, compétiteur ou pas, mais on parle du citoyen, mais aussi il y a le territoire d'accueil. Finalement, l'enjeu, il est aussi sur la gestion du territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre du citoyen, on ne peut pas tout attendre de l'organisateur territorial, mais les trois doivent travailler ensemble. C'est l'idée aussi dans les départements de travailler justement avec les acteurs socio-économiques, les acteurs du système éducatif, et puis les pratiquants, mais aussi du coup sur les politiques publiques liées aux déchets, liées au transport. Voilà, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pratiquant de pleine nature, il commence à se poser la question de savoir, bon, on a plein de surfeurs qui vont avec leur vélo, ça commence à être connu, mais dans le monde du canoë, on se pose des questions sur le nombre de navettes, aller-retour, la présence des microplastiques ou nanoplastiques dans les rivières. La pagaie sauvage, c'est une association très impliquée avec qui on travaille sur le parc pour déterminer non seulement s'il y a un nombre, mais d'où ça vient, d'où ça provient. Et en fait, on découvre c'est énormément de microfibres, très peu dans la laye, et plus on descend sur le bassin, plus on en a, et c'est finalement les microfibres, c'est-à-dire tous nos tissus que l'on prend, qui passent dans la machine à laver, qui n'a pas de filtre, qui se retrouvent à la rivière, et qui donc a des impacts sur le vivant, parce que c'est ça qu'on cherche à savoir, c'est pas d'impact sur le canoë, mais sur le vivant, et donc la qualité de l'eau à demain. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que ces résultats-là qui sont faits par des citoyens, laboratoires ensuite, confirmés, ça doit remonter ensuite à la gestion territoriale qui doit se préoccuper de la gestion de l'eau, qui s'occupe de la gestion de l'eau, etc. Voilà. Donc, c'est important aussi de territorialiser les pratiques de pleine nature. Ce n'est pas hors sol, quoi. Voilà. Et ça, c'est important de convaincre des maires ou des communautés de communes et encore plus des départements de se dire il faut des politiques un peu transversales. De s'occuper des sports nature que comme ça, sans regarder la gestion de l'eau ou la gestion du trafic routier, alors qu'on pourrait peut-être organiser les choses autrement. Voilà. C'est pas un message, c'est une volonté. On espère que ça aille de plus en plus dans ce sens. Et les plans plage ont été un des premiers exemples d'aménagement, justement, pour organiser les choses, gérer les flux, essayer le plus possible de partager les espaces. C'est pas simple, parce qu'il y a du droit derrière, tout le monde le sait. Mais voilà, l'idée, c'est que les pratiques de pleine nature, maintenant, on commence à se poser des questions dans les massifs. Là, on est très littoral, mais il faut savoir qu'à l'intérieur des terres, dans d'autres parcs naturels régionaux, des villes comme Chambéry et le parc du Massif des Bauges, aujourd'hui, c'est des navettes. Il n'y a plus de voitures, quoi, en pleine saison, voilà, pour éviter des tas de choses, quoi. C'est une recherche de cohérence. Tu veux... Oui. Non, mais c'est vrai, enfin oui, je pense tout comme toi. Ah, super. Non, mais oui, il est forcément d'agir. On a 9 limites planétaires, il y en a 6 qui sont dépassées. La 6e, là, c'était sur la qualité de l'eau, cette fameuse guerre qu'on va avoir de bleu. Donc, c'est maintenant. Alors oui, il faut être pessimiste parce que c'est la réalité. Maintenant, il faut continuer d'être
optimiste mais pas utopiste aussi, parce que l'utopie elle a changé, c'est Pablo Sévigné qui le disait, que ça a changé de camp, on ne peut pas continuer avec le même regard et apporter les mêmes solutions parce que ça fonctionne pas, et que évidemment ça doit être autant les entreprises que le citoyen que les territoires, c'est un trio, on l'a sur tout ce qui est équipement, l'éco-conception, enfin ça doit être évident. Maintenant, chercher toujours plus de performance dans le sport. Est-ce qu'il faut vraiment chercher? On disait essayer des nouveaux sports, parce qu'il faut pratiquer des activités physiques, c'est important. Est-ce qu'on a besoin du dernier matériel, dernier cri? Non. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt louer son matériel? Est-ce qu'on ne peut pas se l'échanger? Il y a de plus en plus de plateformes qui existent. Donc maintenant, il faut juste avoir un changement de pratique et de consommation là-dessus, parce que la planète, on a besoin. Et elle va survivre, hein, c'est nous. Dans quelles conditions on va vivre dessus? Nous, elle va nous dépasser. Ça. Voilà. Bisous. Oui. Sacré message. Avant de peut-être développer un petit peu plus des solutions mises en place ou des moyens de communication, peut-être qu'il y a certaines réactions dans le public. Donc là, j'en appelle à Denis et le micro pour qu'on puisse vous entendre sur l'enregistrement. Il faut prendre soin de son matériel le plus longtemps possible. Est-ce que Comme solution. certaines veulent réagir à ce qui a été dit pour le moment? Oui, c'est vrai qu'on l'a pas. Oui, en effet. Alors dans le surf, il y a en gros, il y a le surf de compétition et le free surf. Donc ça, c'est quand on fait du surf de haut niveau. En général, de toute manière, un gamin qui veut faire du surf tout le temps, à un moment donné, il va faire des compétitions pour retrouver d'autres gamins de son niveau, se confronter, et ainsi il va progresser, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est très important qu'il y ait des rencontres, quoi. Donc pour ma part, pour ma pomme, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai fait le circuit professionnel de seconde division à l'international. Donc en gros, c'était 1 à 2 déplacements par mois à l'étranger. Donc c'était quelque chose, voilà, où je mettais énormément où je m'investissais énormément, tant de mon âme que mon portefeuille. Ça coûte super cher, forcément. Une saison de compétition, c'est de l'ordre de 40 000 €. Donc il faut avoir le budget, il faut avoir les partenaires pour ça. Et je m'entraînais énormément pour ça, j'étais focus pour ça. J'essayais toujours de chercher des sous à droite à gauche pour pouvoir clôturer mon budget et partir à droite à gauche faire ces compètes. Et finalement, ça ne me convenait pas parce que je trouvais ça complètement aberrant et ridicule de partir à l'autre bout du monde, que ce soit au Brésil ou en Californie ou en Afrique du Sud, qui sont des pays fabuleux. Je partais juste pour faire une compétition. Et dès que j'avais perdu, déjà j'avais pas assez d'argent pour rester ou faire des visites ou quoi, ou alors tout simplement j'étais dégoûté d'avoir perdu et je ne pensais que à la prochaine compétition, à m'entraîner pour la prochaine compétition. Donc ces années en fait n'ont pas été très intéressantes quelque part, et j'ai eu la chance en fait, vu que je suis un fou de surf, d'avoir créé une image de free surfer. Donc c'est-à-dire entre les compétitions, j'essaie d'être toujours au bon endroit au bon moment parce que c'est ce que j'aime dans le surf. Et quand j'ai décidé d'arrêter les compétitions, j'ai quand même des partenaires qui m'ont soutenu dans ce sens-là pour toujours me donner des budgets pour avoir du matériel et pour pouvoir faire notamment des vidéos aussi. Et donc maintenant je fais du free surf. Le free surf, en gros, tout simplement, c'est surfer au bon endroit, au bon moment. Et en gros, quand je m'entraîne, je suis, comment dire, j'ai un retour absolument positif puisque je ne vais pas perdre. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. Après, ça demande beaucoup d'investissement. Pour le coup, ce qui me fait vibrer, c'est la recherche de la performance. Mais j'ai pas besoin non plus d'avoir une quantité de matériel astronomique. J'ai pas besoin de voyager tous les 4 matins. Et je suis tellement fou des Landes que aussi j'en ai fait comment dire, mon territoire préféré pour rechercher les meilleurs spots. En gros, mon but c'était de trouver les meilleurs bancs de sable
à droite à gauche. Et voilà. Donc c'est ça, en gros, être free surfer. On n'est pas beaucoup à être free surfer pro. La plupart des free surfers pro, ils voyagent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en gros, en France, on est 4 ou 5 free surfers professionnels. Et il y a une quinzaine de compétiteurs pro. Voilà. Oui, alors moi je voulais un peu rebondir sur le terme de démocratisation du sport en plein air, en pleine nature. Je pense que c'est vrai, mais ça ne peut pas être appliqué peut-être à toutes les personnes. Alors, je m'explique peut-être un peu plus précisément. Donc, j'enseigne au collège de la Bouère, qui est pas loin d'ici depuis 6 ans. Donc, je connais beaucoup les élèves qui habitent à Sabre, à Solferino, donc qui vivent effectivement en pleine nature. Mais on se rend compte aussi que très peu sont ouverts à cette nature. Certains même ne sont jamais allés à l'océan de leur vie. Voilà, ça peut paraître très étrange, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, effectivement, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Marie, c'est que on va défendre ce que l'on aime, ce que l'on connaît. Donc, on est beaucoup revenu là-dessus pendant la conférence. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment creuser ça, partir à la source et encourager les jeunes, les enfants à découvrir cette nature. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu bloqué à ce niveau-là. Et donc, je sais que la Water Family intervient des fois en collège et je voulais savoir si c'est simple ou si c'est difficile. Parce que je sais que l'éducation nationale est un monde très compact et pas forcément évident. Bon, t'as bien fait de l'inviter en fait. C'était bien. Non, alors pour le coup, c'est simple. La Water Family, nous on a des aides publiques pour pouvoir intervenir, que ça soit comme par exemple le CD40, c'est un super partenaire de la Water Family. Il faut le dire, il faut remercier aussi les partenaires parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des actions et aller sensibiliser, parce que souvent quand on va dans les collèges ou les écoles primaires, on ne demande rien. Donc les gens pensent que c'est gratuit, mais il y a quelqu'un qui paye quand même derrière ces interventions. Et voilà, c'est offert. Mais souvent, on a on aime consommer, donc c'est gratuit, il faut faire. Donc non, on travaille sur des budgets. Donc c'est juste à la demande que ce soit le directeur ou l'enseignant qui contacte l'association. Et comme on adore sauver le monde, eh ben on vient. Et on sensibilise. Ça se passe sur une demi-journée, la plupart du temps. Souvent, on n'essaye pas que ça soit juste une goutte d'eau, même si c'est les gouttes d'eau qui font les océans. On sait qu'il faut agir plusieurs fois, donc on a tout un travail aussi, tout est en open source, un peu la force de la Water Family, c'est qu'on fait vraiment rien payer, comment on fonctionne, c'est fou. Où on a des guides qui sont après donnés justement pour les enseignants, où ils peuvent établir sur l'année en fonction de leur programme. Il faut que ça soit aussi transversal, que ça soit le sport, que ça peut être via l'anglais, toutes les matières peuvent s'approprier tout ce qui est des notions de civisme, d'éducation, etc. Donc on vient un peu avec un package. Nous, on vient mettre les premières billes. Puis après, si on peut aller plus loin sur travailler sur justement faire sortir les élèves de la classe, parce que oui, il y a ce premier parcours un peu théorique, mais on sait qu'il faut expérimenter, il faut vivre les choses. La vie, c'est le mouvement, et qu'il faut créer des émotions pour que ça nous parle et qu'on ait envie d'aller plus loin. Donc ça, après, c'est en fonction des envies des enseignants et de la direction où on peut aller plus loin. Mais en tout cas, on arrive. Voilà. On vient à la Bouère, sans problème. Il faut, il y a du travail. Avec plaisir. Il y a aussi un pôle éducation et animation au parc naturel, non? Mais je le dis parce qu'il y a une lettre buissonnière qui est partie fin juin et qui a été distribuée. Et il y a des appels à projets sur le canoë, sur le plein air, sur plein d'autres, sur les étoiles, enfin, sur les grues cendrées. Donc ça passe par là aussi, par les grues cendrées. Aimer son territoire, c'est comprendre son territoire. Et donc il y a une rencontre possible aussi avec des animateurs, éducateurs. Je crois beaucoup aussi à la culture des profs de PS, quoi, quand même. Hein. Tous les profs de PS ne sont pas plein air. Voilà. Et je pense qu'à une époque, c'était plus facile de faire de l'UNSS plein air qu'aujourd'hui, pour des raisons d'argent, pour des raisons de sécurité, réglementaire, etc. Et donc, ce que je disais, le plein air est en train d'augmenter, je pense, dans le monde de la ville. Ce que je disais tout à l'heure, les 15-36 ans qui sont urbains, c'est à ceux-là qu'on pense d'abord, je pense, plus qu'effectivement aux enfants en milieu rural. Je suis d'accord. Voilà. J'abonde dans votre sens.
Et j'en profite, je garde un peu le micro, après je le laisse. Et donc effectivement, donc je reviens sur ces enfants, c'est un peu ceux qui vont plus tard faire des recherches, donc être peut-être dans l'innovation. On a vraiment besoin d'innover, de trouver des idées pour pouvoir cohabiter avec cette planète, justement. Hein, c'est une cohabitation. Et donc la recherche en matériaux notamment, et je voulais que Vincent peut-être développe ces nouvelles planches et ce fameux... en quoi elles sont plus éco-responsables que d'autres Alors, c'est intéressant, c'est pour ça que je le lance dessus. alors d'ailleurs, sur Anglette, il y a une fabrique de planches de surf qui s'appelle Notox. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, ils vont utiliser de la résine qui va être biosourcée. Alors, je ne sais pas à combien de pourcents, je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage de composés naturels, voilà, qu'on peut mettre. Quelle est la balance entre le naturel et le chimique, quel équilibre. Ils vont utiliser de la fibre de lin, notamment. Ça se fait aussi. On a vu d'ailleurs hier soir un documentaire. C'était qui parlait? Le navigateur à la fin, Jourdain. Roland Jourdain, voilà, qui justement qui a fait plein de courses mythiques et maintenant qui se consacre à fabriquer des bateaux plus respectueux de l'environnement, notamment en fibre de lin. Il y a plein de choses à faire. Enfin, on sait tous que les continents ont été découverts avec des voiles tissées en chanvre notamment, et en je sais pas quoi, mais en plein de produits naturels qu'on avait à disposition. Il y a plein de choses qui arrivent, mais voilà, ça se fait comme tu l'as dit, heureusement, avec des jeunes surfeurs dynamiques qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui ont envie de pousser là-dedans, parce que la surf industrie est un peu au ralenti, quoi. Voilà, ça c'est clair. Et qu'il ne faut pas oublier, pourquoi on agit aussi sur ces chérubins, c'est qu'un enfant sensibilisé, ça va toucher, transformer 7 à 10 adultes. Donc c'est un cheval de Troie juste énorme, et c'est nos futures têtes pensantes, et donc c'est pour ça qu'il est primordial d'avoir ce travail en tant qu'éducateur, d'éducateur vraiment d'aller de plein fouet sur ces jeunes-là, et de donner du coup les bonnes informations, et de planter les bonnes graines aussi pour que ça puisse bien germer plus tard. Tu veux réagir peut-être? Non, si, c'est de dire que quand même qu'il y a un rôle important toute la filière de l'éducation, quoi, hein, très clairement, hein, l'éducation classique nationale qui va jusqu'aux écoles d'ingénieurs, et bon, sur la côte basque, il y a tout un DESS sport de glisse depuis longtemps qui existe, qui est très vite rattrapé par les marques. Voilà, très vite, ça a été Quicksilver, très vite, qui sont implantés aux bobos, etc., pour des raisons certes mercantile, on ne va pas le remettre en cause, mais l'idée c'est que ce secteur mercantile soit au bénéfice de la nature qui les fait vivre. Parce que en fait, c'est ça, en fait. C'est comme l'histoire de l'écotourisme. Chez nous, en Europe, l'écotourisme, c'est se faire plaisir avec la nature, faire des rencontres humaines, etc. Mais aux États-Unis, on reverse le profit à la protection de la nature, qui permet de faire revenir des touristes, etc. Et chez nous, on n'a pas ce dernier truc. Et chez nous, le profit, enfin, on peut en parler tu as utilisé le mot capitalisme, on peut en parler, il n'y a pas de retour des profits au bien public. C'est ça le drame d'aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire d'être anticapitaliste. C'est au contraire, si on peut faire du profit pour faire avancer la recherche, au contraire, il faut de l'argent. Mais c'est au bénéfice, à ce moment-là, aussi de la pratique de la glisse, et donc de la conservation des plages, et des vagues qui vont avec, et des rivières pour le kayak, et voilà. Je militerai bien volontiers pour ça. J'irai avec toi. Okay. Moi aussi. Là, t'as une équipe. Bon, ben voilà, un front qui vient de se relever. Non, mais c'est important. C'est pour ça que c'est pas. Ça, je suis d'accord avec ce que tu disais. C'est pas noir-blanc. Ça peut aller ensemble. Ça doit être une roue vertueuse, en fait. C'est ça le vrai sujet, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être publiques? Ah oui, monsieur. Merci. Moi, je reviendrai au début de cette conférence à la question posée par la dame. C'est une goutte d'eau que vous avez sur le t-shirt? Oui, c'est Flaggy. Une petite goutte d'eau et un flocon. Le flocon à la vague. Voilà. Oui, effectivement. Oui, à votre question posée, oui ou non doit-on préserver
des endroits. Moi, j'ai dit oui, tout simplement, à partir de mon expérience de 40 ans de sportif de pleine nature. J'ai dit 40 ans, vous voyez, bon, je ne vous dis pas ce que j'ai. Mon âge avant, les tranches d'âge avant, j'ai un certain âge. Alors, effectivement, ça ne se voit pas, merci. Parce que le sport, ça fait du bien, dans la nature. Voilà, donc il faut en faire. Donc, 40 ans de pratique sportive de pleine nature, en toute liberté, au début. Le kayak. Je faisais du kayak. Et j'ai construit beaucoup de kayaks et des canoës avec une structure qui était bien connue sur Belin-Bélier. Il y a 40 ans, on en a parlé il n'y a pas longtemps, à La Réunion. Alors effectivement, c'était des kayaks fibres de verre, résine, etc. Et puis, au fil du temps, j'ai pris conscience que nos kayaks s'usaient et l'usure, les particules restaient dans les torrents, donc dans les Pyrénées. On allait dans les Pyrénées, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris cette conscience et quand je dis oui, à un certain moment, il faudra préserver des sanctuaires de nature. Je dis sanctuaire parce que j'ai eu l'occasion, alors j'ai fait du kayak, je suis passé au vélo et j'ai commencé à bricoler des VTT pour aller dans les bois, en Dordogne. Pas de balisage. Donc on passait partout. Voilà. On ne respectait rien parce qu'il n'y avait pas cette connaissance du milieu. Et aujourd'hui, en tant que responsable, en tant que président du comité départemental du FOLEP de la Gironde et vice-président de l'UFOLEP Nouvelle-Aquitaine, j'ai pris conscience en tant que responsable de tous ces aspects nature. Voilà. Et donc, oui, les sanctuaires, parce que j'ai eu l'occasion, je suis devenu randonneur, grand randonneur sur la planète. Voilà. Ce qui m'a amené dans les pays d'Europe centrale et à la frontière de la Russie. L'Ukraine, la Tchéquie, Biélorussie, etc., où j'ai eu l'occasion de pénétrer dans des forêts primaires, où l'homme n'est jamais rentré, ne les a jamais exploitées. L'homme y rentre pour diverses raisons, la chasse, etc., la pêche, mais aucune exploitation dans ces forêts primaires. Donc j'ai découvert un milieu extraordinaire. Et aujourd'hui, des structures internationales, et en particulier sous l'égide de la Suisse, se sont emparées de ce phénomène-là. Dit aujourd'hui, il faut préserver ces sanctuaires. Alors j'ai dit pourquoi pas, proche de nous, dans les Pyrénées, dans les Alpes, proche de nous, mais préserver des espaces, disons, naturels, ne plus y remettre les pieds. Cette question me taraude parce que je fais partie de l'ACDESI, du conseil départemental, et on subit une forte demande des randonneurs pédestres. Tout à l'heure en Gironde, et puis je crois peut-être dans les Landes et en Dordogne c'est le cas, il va y avoir un maillage extraordinaire. Plus un mètre carré n'échappera, disons, aux chaussures des randonneurs. Moi, ça me pose des questions aujourd'hui en tant que membre de l'ACDESI. Voilà. Tous les 6 mois, nous avons des réunions plénières où nous votons de nouveaux itinéraires, nouveaux balisages, etc. Moi, j'ai dit, certainement, il faudra imposer une limite. Voilà. Parce que ce sont des arbres, c'est l'eau, on marche tout près de petits ruisseaux, etc. Je ne sais pas à quel niveau on les pollue, mais voilà. Ça, je vous dis franchement, ça me préoccupe en tant que responsable de fédération sportive, mais ça me préoccupe également en tant que citoyen de cette planète. Voilà. Autre exemple, aujourd'hui, je milite un petit peu, je n'ai pas trop de temps, mais je milite pour limiter la descente des canoës sur la Dordogne dans le Serladé. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, en période estivale, juillet-août, etc., mais au bas de Castelnau-la-Chapelle et le Beynac, il passe au minimum 4000 canoës par jour. Et donc sur des frayères, sur des enrochements, sur des galets, etc. Ce sont des canoës rotomoulés. Voilà. Donc quand ils ont fait X saisons, il n'y a pratiquement plus de fond. Donc ce fond-là, il passe où, il reste où? Donc voilà, toutes ces questions aujourd'hui me préoccupent. Voilà. C'est pour ça que je répète, je me suis investi un petit peu dans dire oui, à un certain moment, ce secteur marchand, alors effectivement, c'est attrayant, des milliers de touristes dans cet espace, disons, naturel, c'est intéressant financièrement. Mais je vous dis, 4000 canoës jour qui passent au pied des grands châteaux de Beynac, Castelnau, etc. Donc voilà, ça c'est préoccupant. Et ça rejoint un petit peu les problématiques de construction, comment on construit les planches de surf, etc. Donc voilà.
que les choses soient mesurées. Autre exemple, moi, c'est mon terrain d'entraînement, de jeu, c'était monter le Sancy, il y a très longtemps, 30, 35 ans. Je montais le Sancy avec d'autres sur un petit sentier. J'y suis revenu il y a 8 ou 10 ans. Il y a un petit sentier qui existe aujourd'hui, mais il est canalisé par des piquets, des cordes, etc. Et à côté, il a fallu étendre des grandes toiles de chanvre pour que la nature se reconstitue. Parce que les masses de randonneurs montaient sans respecter, ils ont les cheminements élaborés, structurés. Voilà. Donc toutes ces questions aujourd'hui me bousculent en tant que responsable d'une fédération sportive. J'ai entendu l'autre fois, oui, il faut éveiller la curiosité, en particulier des enfants. Éveiller la curiosité dans la nature, mais ne pas oublier également l'éducation par rapport à cette nature. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos écoles. Nous venons d'être labellisés au niveau de l'UFOLEP départemental, mais national, mais aussi départemental, savoir rouler à vélo. Voilà. Alors, ce n'est pas uniquement le fait de savoir rouler à vélo, monter sur un vélo, etc., respecter le code de la route, mais il y a tous les autres aspects aujourd'hui d'utilisation du vélo. 22 000 km de pistes cyclables vont être créées, sont en train de se créer en France. J'ai eu l'occasion de faire la Vélodyssée depuis le nord de la France jusqu'en Espagne, etc. Ce sont des masses de gens aujourd'hui avec des vélos à force musculaire, mais de plus en plus des vélos à assistance électrique. Ça aussi, ça me percute un petit peu les cervelles. De plus en plus de vélos à assistance électrique. Comment l'on-nous... Alors effectivement, c'est agréable. Ça facilite le déplacement. Mais les batteries, on va en faire quoi? Autre question qui nous est posée en tant que fédération sportive. On voit sur nos courses de plus en plus de VTT et courses de vélo-route en fibre de carbone. Aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. J'assiste à beaucoup de casses sur ces courses-là. Comment allons-nous recycler ces cadres de vélo en fibre de carbone? Ça se pose à l'aéronautique, mais ça va se poser au vélo. Ça se pose au vélo aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas assombrir plus sur le tableau, mais aujourd'hui, je prends conscience en tant que responsable de tous ces aspects-là. C'est une bonne nouvelle, cette prise de conscience. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes président, vous êtes influent et au contraire, donc justement, vous pouvez diffuser et faire prendre, prendre des décisions à un moment donné. Parce qu'en fait, la question se pose à ceux qui font le matériel. D'accord ? La question se pose aux aménageurs, parce que la question que vous avez posée tout à l'heure du nombre de bateaux, etc., c'est la question des seuils, les seuils de fréquentation. C'est-à-dire à partir de quand on estime qu'il y a un changement d'état. Aujourd'hui, c'est vous, c'est votre état qui change. Est-ce que l'état de la rivière a changé? Il faut le mesurer. Est-ce que l'état des habitants a changé? C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus le canoë? Peut-être, je ne sais pas. C'est le changement d'état qui compte. Et si on constate un changement d'état, c'est qu'on a atteint un seuil. En clair, un pêcheur qui voit passer un canoë, il atteint le seuil très vite, hein, je vous assure. Le prestataire de canoë, tant qu'il n'a pas mis ses 100 bateaux, il n'a pas encore vu passer le changement d'état. Pour lui, voilà, ça monte. Bon. Donc c'est très subjectif, première chose. Donc il y a 4 seuils. Je vous réponds juste comme ça par l'expérience professionnelle. 4 seuils qui sont reconnus. C'est effectivement le seuil écologique. Il y a un changement d'état. Piétinement, la dune, on a vu que le piétinement, c'est clair. Donc on canalise les flux. On aménage, on met des poteaux. L'exemple du Sancy, parfait. Donc l'aménagement, il en faut. Département, ils savent de ce dont on parle. Deuxième seuil, le seuil sécuritaire. À partir de quand? On l'a dit tout à l'heure, trop d'accidents, etc. Donc il faut agir. Donc là, il y a un changement d'état. On fait en sorte qu'il y ait le moins d'accidents possible. On agit. Troisième seuil, c'est le seuil social. Celui-là, très difficile à mesurer. C'est-à-dire on ne supporte plus tous ces VTT, les camions remorques qui passent, etc. C'est ce qui se passe. Hein. C'est la réalité qu'on voit pas loin d'ici, quoi. Voilà. Et ensuite, le dernier seuil, c'est le seuil économique. L'offre et la demande, qui à un moment donné s'équilibre ou pas. Et à un moment donné, ça monte. Et effectivement, c'est le seuil écologique qui est le plus dur à mesurer. C'est-à-dire à partir de quand la rivière a changé d'état. Poisson, pas poisson. Et on n'a pas d'études fiables, parce que c'est trop complexe. Tu as utilisé le mot tout à l'heure, holistique. Holistique. Voilà, c'est trop complexe. Donc effectivement, à un moment donné, se pose la question du réglementaire. Qui va prendre la décision d'arrêter les 2000 canoës et pas 4000 ? Et on est dans un pays, on s'est cassé les dents au parc naturel ici et partout un petit peu en France sur le droit d'entreprendre, c'est un droit fondamental, le droit de la propriété et la liberté de circuler. Et ça, c'est des freins pour prendre des réglementations parce qu'elles sont attaquées systématiquement par des défenseurs de l'environnement, des défenseurs du droit d'entreprendre. Non, mais c'est la complexité de l'affaire. Hein. Quand on n'est pas propriétaire de tout ça, c'est pas si simple. Donc je pense que déjà que vous preniez conscience, c'est que ça avance dans toutes les générations. C'est plutôt bon signe. Toute
toutes nos compétitions, VTT, trial, etc., marche nordique, cyclocross sur l'espace naturel, aujourd'hui, je dis clairement que nos cahiers des charges qui nous permettent d'organiser ces manifestations ne sont pas à jour. Oui, Ils ne ça sont doit vraiment pas à progresser. jour. Ouais. On a l'autorisation des préfectures départementales, etc., mais il n'y a pas ce contenu-là dans les cahiers des charges de manifestations. Ouais, non, c'est super important. Je pensais au parc naturel des Calanques de Cassis. Si je dis pas de bêtises, on limitait à 350 personnes jour, au lieu de 4000, je sais pas. Et c'est très bien, ça reste gratuit. Il faut juste réserver. Et ça fait prendre conscience tout à fait. qu'il y a eu voilà, que c'est pas bon d'avoir autant de personnes sur ce massif-là. C'est très bien. C'est une première. Ouais. Tu veux réagir aussi, Marie? Non, je vous aime. C'est bon. On va y arriver. Peut-être qu'on peut montrer les exemples justement que tu m'as donnés. De sensibilisation? Oui, de sensibilisation. Oui, pourquoi pas. Sachant que... Il y a des images aussi à montrer, des petits films peut-être pour détendre aussi, peut-être. Les petits films aussi. Oui, que moi je suis très j'ai stressée là. Complètement oublié, J'aimerais bien un petit peu me j'avoue. détendre. J'ai complètement oublié les films. Ouais, je crois. C'est pas bien. Qu'est-ce que... Non, On peut mettre le petit film peut-être. Ouais, alors, ton film à toi, Fred, enfin ton film à toi, sur ta pratique. Ah, d'accord. Ouais. Non, tu veux pas? Si, on peut baisser la lumière peut-être pour être plus efficace. Et non, je crois qu'après ça va être problématique pour le film. Ok. L'enregistrement. Donc ça, attends, c'était juste pour dire que c'est... parce qu'effectivement, je suis à double titre, comme tu l'as très bien dit au départ, à titre personnel, sur des pratiques. Donc ça, c'est un film réalisé à titre personnel pour faire passer, effectivement, faire de la transmission. Le kayak aujourd'hui, c'est certes un moyen de découverte, de déplacement, mais c'est aussi une porte ouverte sur la mer, une porte ouverte à des ambiances, à des odeurs, et puis des rencontres humaines, des rencontres physiques, géologiques. Voilà, donc le kayak, c'est une ouverture sur le monde. Mon premier embarquement, en fait, c'était une idée de dépasser ma peur de la natation, et donc le kayak, c'était salvateur. C'était l'occasion pour moi d'aller en mer sans savoir nager vraiment et de pouvoir affronter les vagues avec une facilité déconcertante. Parce qu'en fait, comme petit, mon père m'a appris à nager face aux vagues. J'avais une pression de mon père, effectivement, qui était marin, qui me demandait absolument d'être à l'aise dans l'eau de mer. Et en fait, en étant forcé à vouloir nager alors que j'étais pas du tout à l'aise, du coup, pour moi, ça a été une épreuve difficile. Avec le kayak de mer, moi, mon rapport à l'environnement, il est plus dans la sensibilité, dans le côté contemplatif. Je suis capable de repasser 2 ou 3 fois au même endroit. Je ne me sens jamais lassé parce que d'abord, c'est jamais pareil en fonction de l'heure de la marée. Mais même d'une semaine sur l'autre, on a des changements d'odeur, de couleur et d'état physique de la côte. Ça a longtemps été pour moi, le kayak, un moyen d'aller vite et de faire un chrono et de descendre une rivière rapidement. Jusqu'au jour où je me suis retourné sur la rivière pour regarder la rivière dans l'autre sens et se dire c'est d'abord un milieu, une vallée et un monde vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas la distance qui compte, mais c'est vraiment le cheminement. Ça m'a apporté d'abord un tempo avec le rythme de la pagaie. Parfois certains d'ailleurs s'étonnent qu'on puisse faire autant de kayak sur 7-8 heures en disant mais c'est pas monotone. Non, parce qu'on s'emplit de choses. Voilà, du regard, on est disponible. Et finalement, dans la vie après de tous les jours, ces lunettes en fait qui ont été aiguisées, le regard, l'écoute, l'observation lointaine, mais finalement on devient sensible au monde qui nous entoure. En pagayant doucement pendant des heures et des heures, on a des sensations à un moment donné où en fait on a la tête qui se vide, et par contre le corps qui se remplit. Le voyage en kayak, c'est au-delà d'un cheminement le long d'un trait de côte, c'est aussi une route intérieure. De là à dire que le kayak est thérapeutique, pour la tête, pour moi c'est évident. Le kayak de mer a une qualité assez exceptionnelle, au-delà du fait d'avoir un très faible tirant d'eau qui permet d'accéder à des endroits un petit peu intimes. On a aussi la chance d'avoir une approche très discrète. On passe non seulement dans les endroits difficiles d'accès, mais en plus on a une
une qualité de glisse assez exceptionnelle, ce qui fait qu'effectivement on peut surprendre des animaux. Ça m'est arrivé par exemple à Crozon-Morgat d'avoir une rencontre avec un dauphin. On était en K2 avec mon fils et le dauphin a poussé le gouvernail derrière. C'était surtout mon fils qui a été impressionné. Et moi j'ai voulu que ça dure en fait, voilà, parce que je sais que c'est très fugace. Mais je me dis que c'était un moment de chance. Ce que je me pose quand même comme question, c'est est-ce que ça va pouvoir se reproduire ? Le fait d'être en kayak donne un rapport à l'eau qui est aussi un pas de côté où on découvre ce qu'on ne voit pas de la terre. Et là, on voit vraiment que l'eau peut être souillée et ça fait mal au cœur parce que les microplastiques qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux, quand on navigue, on le voit bien. Je n'ai pas vu le 7e continent, mais on voit bien qu'il y a des plastiques qui traînent partout dans l'eau. On voit que quand même sur les plages, on arrive, il suffit qu'il y ait eu un grand vent pendant 2-3 jours, on peut arriver sur un bivouac qu'on espérait propre et en fait effectivement trouver non pas une laisse de mer naturelle, mais au contraire que des déchets. Un des voyages qui m'a marqué le plus, le tour complet des îles de la Madeleine, qui sont à l'extérieur de l'embouchure du Saint-Laurent, parce que en fait, je suis parti seul. J'ai décidé de tester un voyage en solitaire, avec des carnets d'écriture, une tente, des cartes, des moyens de communication pour des raisons de sécurité quand même, avec une personne sur place. Et donc j'ai pu faire 2 fois 12 jours en itinérance, avec un bivouac sauvage, etc. Où là, en arrivant effectivement seul le soir, on est à la recherche de traces, on n'a personne, on pense, on a le temps d'écrire, on a le temps de s'emplir, on n'a personne à qui parler. Par contre, on pense beaucoup aux autres, mais en fait, on profite d'abord pour soi. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin d'un point rouge qui me guide. Le voyage en solitaire, c'est de trouver un moyen, en tout cas de se concentrer sur la manière de le raconter aux autres. C'est comme ça que je me suis mis aussi, à un moment donné, à me saisir d'un crayon, me saisir d'un carnet, pour me dire, voilà ce que je ressens là. Ce que je ressens là, cette solitude, cet horizon grandiose, cette trouille un peu, parce qu'il y a des traces de bestioles qui sont sans doute passées par là, et je ne sais pas vraiment ce que c'est, etc. De le mettre sur papier, de s'enrichir de ça, parce qu'à un moment donné, on va être confronté à trouver une réponse, et peut-être l'idée de pouvoir la transmettre aux autres, pour moi, c'est rassurant. Moi, je rêve de pouvoir naviguer longtemps. J'angoisse un peu de savoir dans quel état physique je vais être dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis certain que la mer me donne de la jeunesse. Puis petit à petit, d'essayer de transmettre le mieux possible. Laisser une trace à ceux qui ne naviguent pas avec moi par l'écriture. Tu mets celui de Vincent, on dira. Bah oui, c'est ce que j'allais proposer. Vincent, tu veux du coup qu'on mette par équité ton film aussi? Ouais, alors oui. Non, tu veux plus? J'ai été subjugué par ces images-là. C'est bien ça? Ça sera pas la même chose. Ben non, on n'est pas pareil. Alors attends. C'est bien celui-là, hein, je pense que tu me l'as dit aussi.
beaucoup de bonnes sessions dernièrement, mais alors bonnes, pas pour tout le monde, puisque forcément, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Il faut être au bon endroit au bon moment, et ça, ce n'est pas chose facile. Mais pour moi, le surf, il faut que ça reste excitant. Alors pour que ça reste excitant, c'est partir à l'aventure. L'aventure peut être juste en sortant de chez soi, quoi. J'ai eu l'habitude de surfer dans un endroit sauvage qui est le nord des Landes. Ça n'a pas été toujours facile. Ça demande beaucoup de compréhension du milieu. Le grain de sable est un peu plus fin, il y a beaucoup plus de courant, c'est beaucoup plus sauvage. Il n'y a pas de... il n'y a pas de barrière, quoi. C'est-à-dire que la houle et le courant arrivent, et il n'y a rien pour freiner tout ça. Et dès qu'il y a une tempête, tout se fait déglinguer très rapidement. Donc finalement, à chaque gros coup de mer, la cartographie des spots change. C'est ça qui est cool d'un côté, c'est que ça change sans arrêt, et ça donne vraiment envie à chaque fois d'aller chercher pour voir comment on va pouvoir surfer d'un jour à l'autre. Il se passe vraiment quelque chose quand tous les paramètres sont réunis. Pour moi, on n'est pas loin de la magie. Débrouille pas trop mal, ça va. Je sais pas, est-ce qu'on en reste là? Vous êtes tous assis dans le public maintenant? J'ai perdu mes intervenants. Ça peut être une bonne façon de conclure. Ah, une question? Oui, ou une remarque. Une réaction. Ce dont on a parlé et ce qu'on peut voir là dans les films qui sont présentés, c'est vraiment ce qu'on appelle le sport. Ça demande un niveau de compétence, de technicité important. Moi, quand j'ai fait du sport quand j'étais petite, c'était l'endurance, la poutre et tout. Je suis une petite urbaine, hein. Ça fait que 15 ans que je suis sur le littoral. Et quand j'ai commencé à explorer plus de sport en nature, j'ai appelé ça du loisir. Est-ce qu'au final, vous qui êtes dans des sports vraiment techniques, avec des compétences, etc., vous êtes effectivement sensibilisé à tout ça? Est-ce que l'origine du problème, c'est pas justement, je reviens sur la démocratisation et sur la transformation d'un sport en loisir accessible à beaucoup de personnes? Voilà, ça pose... Alors, j'aime pas le terme de problème parce que moi j'aime bien faire des randonnées, et même si je suis pas sportive de haut niveau, j'aime bien faire du kayak, j'aime bien faire d'autres choses. Mais comment on fait
La sensibilisation, on en a parlé, c'est important. La réglementation aussi, c'est important. Et pourtant, on n'a pas encore trouvé la clé pour que tout fonctionne. C'est-à-dire que je prends un exemple qui me concerne. Je travaille sur le bassin d'Arcachon. Et il y a une réserve naturelle nationale qui s'appelle la réserve nationale du banc d'Arguin, qui est extrêmement complexe en termes de conflits d'usage. Et notamment entre donc, plusieurs acteurs professionnels et de loisirs, des gens qui sont extrêmement bien sensibilisés au milieu marin, mais qui pour autant revendiquent d'utiliser cet endroit, qui est une réserve naturelle, pour des raisons d'écologie, mais qui considèrent qu'eux respectent cet endroit, et donc il faudrait l'ouvrir à plus de monde. Voilà, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. J'ai pas vraiment de questions pour vous, c'est juste une réflexion, mais est-ce que peut-être dans votre expérience, est-ce que ça se passe différemment dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a moins de réglementation mais qu'il y a plus de respect par la société, par exemple? Enfin, j'imagine que ça peut être le cas. Voilà, comment on trouve la bonne... je sais pas, le bon créneau pour continuer à pouvoir profiter de ces espaces dans le respect? Ouais, c'était une réflexion intéressante. Non, mais j'étais justement en train de penser à certains de mes voyages, notamment en Australie où il y a pas mal d'endroits sanctuarisés. Et d'autres endroits où, parce qu'il y a une culture très forte de la plage et comment dire, et des dimanches à la plage en famille, où certains endroits où ils fabriquent des barbecues en dur, en béton, ou en briques, pour que les gens se retrouvent aux mêmes endroits, avec des poubelles de tri, tout ça. Il y a des endroits sanctuarisés et des endroits justement organisés pour tous, pour que ça se passe au mieux, quoi. Après, pour ce qui est du terme de loisir, pour ma petite part, moi le surf, j'ai mis du temps à considérer ça comme du sport et de la performance, parce que pour moi c'était juste une passion, quoi. J'ai commencé le surf à 7 ou 8 ans, et ce n'est qu'à 15 ans où je me suis rendu compte que c'était un sport. Parce qu'il y avait des entraînements, il fallait s'entraîner, fallait un peu se faire du mal, pleurer pour atteindre un certain objectif. Maintenant, j'essaie de trouver un équilibre juste à cela par rapport à ma situation de vie actuelle, mon âge, ce que je fais maintenant, ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie de transmettre aussi. Voilà. Et du coup, le loisir, qu'est-ce que tu voulais dire par là, par rapport notamment, je sais pas, à des gens qu'on accueille, ça avait une valeur, une connotation péjorative ou pas, du coup, par rapport au loisir? Je ne voudrais pas lui donner cette connotation parce que moi je considère que je fais du loisir principalement, mais si on considère que est-ce que le loisir, c'est pas une forme de dégradation d'un sport parce qu'ouvert à tous, et y compris à des débutants? Et on est tous débutants, on commence tous comme ça. Et du coup, la démocratisation fait qu'il y a plein de gens, et voilà, on ouvre des espaces au titre du droit d'accès, du libre accès au littoral, à la montagne, etc. Et est-ce que c'est pas là que commence le problème? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ouvre, j'espère pas, hein, alors en tout cas, je fais l'avocat du diable, mais... Ouais, c'est intéressant. Dans le surf, en tout cas, les accès sont quand même limités, dans la mesure où une station balnéaire, en gros, à tous les 10 km, il n'y a pas beaucoup d'accès après, notamment l'été, qui sont autorisés, qui sont carrossables même. Et voilà. Donc ça reste difficile d'accès. Et après, quand on fait du surf, en tout cas, quand on accueille les gens à l'école, le premier mot, la première chose dont on va leur parler, c'est la sécurité, quoi.
Donc on leur fait comprendre qu'il faut d'abord assurer leur sécurité avant d'être apte à aller dans l'eau. D'ailleurs, des certificats parfois à remplir, enfin tout le temps d'ailleurs, pas parfois, tout le temps à remplir, savoir s'ils n'ont pas de maladie. Pour les enfants, s'ils savent nager 25 mètres. C'est d'abord la sécurité. La sécurité, finalement, du coup, ça limite aussi quelque part le nombre de pratiquants, à condition qu'ils passent par une école ou un club. Et c'est là où il y a le problème aussi, parce que dans le surf, il y a des gens, ils viennent, ouais, on va à l'océan, on va louer une planche dans un surf shop, dans un magasin de surf. Ils louent une planche et ils vont faire n'importe quoi. Parce que le vendeur ou la vendeuse du surf shop leur dit, ouais, oui, c'est 15 € l'heure, allez-y. Voilà, pas plus. Et c'est ça qui est malheureux. Mais c'est très important, en tout cas, que le loisir soit accompagné. Oui, vous voulez réagir ? Ça tombe bien, c'est vraiment le sujet que je voulais évoquer, on n'a pas vraiment parlé. On a juste parlé de ta pratique free. Mais du coup, free, ça veut dire hors licence, ça veut dire hors club, ça veut dire hors structure, hors encadrement. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des sports de pleine nature, mais les sports de pleine nature, c'est aussi des sports qui sont encadrés avec des fédérations, avec des pratiques qui ne sont pas que compétitives. Je rebondis du coup sur la jeune femme devant au deuxième rang, là. C'est que, effectivement, il y a de la pratique loisir aussi en club, de la pratique loisir encadrée, et que toute cette pratique loisir encadrée, c'est aussi, on va dire, des veilleurs. On n'a pas parlé non plus des veilleurs. C'est-à-dire que les clubs, les gens qui pratiquent la forêt, qui pratiquent les vagues, c'est aussi des veilleurs et de la bonne santé, qui font remonter les choses. Et cette pratique club, je trouve qu'on l'a pas du tout évoquée, ou alors j'ai loupé des choses, à part l'UFOLEP, je ne veux pas dire. Mais je trouve que la pratique club, c'est aussi le moyen d'avoir une pratique raisonnée, encadrée, informée. Et il faut peut-être mettre en avant la pratique en club, puisque c'est peut-être la possibilité finalement d'atteindre toute une partie de pratiquants qui ne sont pas que des pratiquants compétitifs, mais beaucoup des pratiquants loisirs. Il y a beaucoup toute une démarche maintenant, on parle du sport santé, on se parle du sport sur ordonnance, et toute cette pratique-là se fait aussi en club, avec des éducateurs formés. Donc je reviens aussi sur ce qu'on a dit sur la formation des éducateurs, qui peut parfois être un peu light, notamment si on parle des BPGEPS APT. Ils devraient normalement avoir une formation assez conséquente sur les sports de pleine nature. Ce n'est pas toujours le cas suivant les organismes de formation. Donc là, on revient sur la notion de contrôle, de légalité, de la dragesse. Enfin voilà, il y a plein de notions qu'on aurait pu aussi évoquer lorsqu'on parle des sports de pleine nature ce soir. Et je pense que le point sur les clubs, et peut-être qu'on oublie les collectivités territoriales, les acteurs qui sont ici ce soir, on s'appuie peut-être pas assez sur la possibilité d'avoir les clubs comme partenaires, et comme partenaires privilégiés en tant que veilleurs et en tant que gardiens. Moi, juste, si je peux dire du coup mon sport. Du coup, moi, c'est la course d'orientation. Ouais. Et si la forêt, comme elle a brûlé ces derniers temps, moi, je viens de voir partir en fumée des tas et des tas de kilomètres carrés de pratique. Moi, je suis triste au possible pour la forêt, bien sûr, mais aussi pour ma pratique. C'est des cartes de course d'orientation qui viennent de partir en fumée. Et en course d'orientation, si on n'a pas de carte de territoire, toutes les cartes existantes, elles sont devenues fausses. Les arbres ont brûlé, les chemins ont été écartés, agrandis, les pare-feux sont plus ce qu'ils étaient. Enfin, tous ces petits micro-reliefs qui étaient sur ma carte ont disparu. Et la pratique de la course d'orientation, c'est pratiquement que ça. C'est-à-dire que la forêt, elle vient en même temps de disparaître, mais mon terrain de jeu aussi. Donc les clubs, il faut penser, on est des veilleurs. Moi, je voudrais continuer voilà. Par rapport à vos deux réactions. C'était effectivement, c'est culturel d'abord. En France, il faut savoir pourquoi on en est là. C'est parce qu'on a 3 étapes en France qui sont culturelles. C'est l'éducation physique qu'on apprend à l'école. Donc c'est quelque chose qui a pour but d'éduquer l'enfant à la pratique, on va dire, physique au sens large du terme. Puis après, effectivement, on peut aller vers les clubs où malheureusement, culturellement, on les associe qu'à la pratique sportive. Malheureusement. Donc, ils ont créé des sections de loisirs, mais finalement, dans l'inconscient collectif, la culture collective, c'est on fait de la compète, on va en club, mais pas en loisir, alors que ça existe dans toutes les disciplines, les clubs qui offrent une section loisirs. Donc, c'est culturel. Et 3e étape, c'est le loisir pour tous. Voilà, c'est où je veux, quand je veux.
le Club Méditerranée qui l'a inventé, ça devient aussi avec le matériel, j'achète ce que je veux pour aller où je veux. Donc c'est ça que vous avez peut-être dans la tête comme le loisir, c'est-à-dire c'est pour le tout venant, où je veux, etc. Donc effectivement, la vraie question, elle est pour moi la réponse dans les territoires, que les territoires soient structurés pour qu'on trouve l'information, qui je vais trouver sur le territoire pour pratiquer. Donc malheureusement, il peut y avoir le vendeur de matériel ou le loueur de matériel qui donne et débrouille-toi mon jeune. Donc si le socio-professionnel n'a pas eu cette formation, mais il y a des problèmes réglementaires. C'est-à-dire que le gars qui n'est pas formé avec un diplôme ne peut pas donner de consignes de pratique. Hein. Il est juste loueur. On peut louer, je vous rappelle, des skis sans être moniteur de ski. Même chose pour le canoë. D'accord ? Donc c'est le drame aussi un petit peu de ça. Et après, la dernière étape, effectivement, c'est j'ai des écoles qui ouvrent, qu'elles soient marchandes, associatives, qui proposent des prestations. Et là, j'espère qu'on va m'apprendre non seulement à pratiquer la technique, mais aussi la bonne pratique, les bons codes. Et dernière chose, je voulais réagir sur le sport. Le sport, c'est des choses qui sont codifiées. Le sport est codifié, c'est-à-dire que c'est à la fois une pratique reconnue, codifiée, et qui est organisée de manière internationale et qui donne des titres et des compétitions. Donc le sport, c'est quand même très codifié. Après, c'est la technique sportive qui permet de dépasser, de faire des méga vagues ou qui permet d'aller faire des grandes traversées en kayak. Mais ce qui est important de ne pas oublier, moi je trouve, c'est un peu dans l'idée du veilleur, c'est la notion non pas de naviguer ou de pratiquer solitaire, mais de naviguer ou de pratiquer solidaire. Et c'est ça qui, à mon avis, il faut développer aujourd'hui dans les sports de nature. Solidaire par rapport à la protection de l'environnement, solidaire par rapport à la sécurité de son voisin ou de la pratique hivernale, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Solidaire par rapport, effectivement, à l'avenir de nos pratiques passe par des bonnes, du côté ingénieur des futurs matériaux. Enfin voilà, cette notion de solidarité, aujourd'hui, pour moi, c'est le nerf de la guerre pour tout le reste, quoi. Pour l'avenir des pratiques de pleine nature et des espaces fragiles. Je voudrais juste compléter à propos de la prise en compte de l'espace. Effectivement, beaucoup de sports, pas que le mien, hein, mais laissent la nature plus propre après leur passage que lorsqu'ils l'ont trouvée. C'est-à-dire, il y a de plus en plus cette notion de « je ramasse les déchets », même si ce n'est pas les miens, mais ça veut dire que c'est mon terrain de jeu, la nature. Donc j'aimerais l'avoir trouvée propre, donc je la rends plus propre que je l'ai trouvée. Et de plus en plus, il y a une pratique où je pars en forêt avec un sac poubelle, avec une pince, avec un gant, et je ramasse. Ça se fait beaucoup en ville. C'est très, très, très à la mode de « je nettoie mon kilomètre hein, », qui n'a pas vu ça passer sur les réseaux, mais ça se fait quand même beaucoup aussi en forêt. Ça progresse, c'est vrai. Ouais, ça progresse. C'est vrai. Et ça, c'est des choses des actions de nettoyage de la forêt, des actions de nettoyage de son quartier. Nettoyage de l'eau, c'est plus compliqué. Les micro-particules qui sont issues effectivement de tout ce que vous avez évoqué, c'est plus compliqué. Même avec un tamis, on a du mal à... Voilà. Mais on peut quand même ramasser les déchets qui sont sur la plage. Et Surfrider, pour ne parler que d'eux, parce qu'ils sont très connus, font un gros boulot là-dessus. Mais il n'y a pas que. Mais on a par contre une tendance que je constate aujourd'hui dans le monde du kayak, en tout cas sur les côtes, c'est et vous l'avez évoqué avec le banc d'Arguin, on sent venir des interdictions très fortes. On sent venir, malgré cet effort qui est fait par les pratiquants, alors la masse des pratiquants peut-être pas, bon voilà, chacun prêche au mieux dans sa paroisse et c'est normal. On sent venir, nous en tout cas, c'est Arcachon en première ligne, c'est évident entre Arguin, si on doit parler de la réserve naturelle d'Arès, ça va me mérisser les poils puisqu'il y a un arrêté qui a été d'interdiction complète à la navigation sans concertation. Donc c'est au tribunal forcément. Voilà, il y a une évolution sur les cabanes chanquées et l'île aux oiseaux. Bon, voilà, on sent venir partout des gestionnaires d'espaces naturels. Je ne vais pas donner les statuts, ils sont nombreux et on ne va pas s'y perdre. Mais il y a une volonté à un moment donné, on sent venir le besoin de réglementer pour trouver une réponse entre guillemets à une surfréquentation. C'est-à-dire à partir du corps, on a estimé qu'il y a un changement. Mais ce qui n'est pas compris, c'est le côté de l'équité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les polémiques qui peuvent faire bondir peut-être certains sur leur siège. Mais c'est une réalité. On interdit une activité mue à la pratique, à la force humaine, comme celle du kayak que vous avez pu voir tout à l'heure, parce qu'il peut déranger des oiseaux et on laisse faire dans le même endroit des pratiques létales, par exemple. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Mais les tensions dont tu parlais tout à l'heure qui étaient entre des hommes, là aujourd'hui, c'est entre vraiment des aspects réglementaires, des fermetures d'espace qu'on a de plus en plus partout en France, sur le monde du kayak, des rivières, mais pas qu'en kayak. Hein. On va vers une sanctuarisation peut-être bénéfique, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je sens venir une crispation très forte. Si je puis me permettre, il y a eu au lac de Vassivière, il n'y a pas longtemps, une réunion, une rencontre aussi sur les activités de pleine nature dans les parcs naturels régionaux. Et ce qui est sorti, enfin en tous les cas, moi ce que j'ai avancé, c'est qu'on n'a pas d'étude d'impact de chaque sport.
Et à partir de ce moment-là, on va dire que le kayak dans la rivière va déranger les poissons sans avoir une vraie étude d'impact qui peut appuyer ça. De la même façon, dans la forêt, les VTT ne vont pas avoir le même impact que la course d'orientation, que l'équitation. On ne les a pas parce que c'est trop compliqué, madame. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Non, mais ça veut dire que... Ça ne peut pas être binaire, quoi. Ça veut dire que les décideurs ont du mal à prendre des décisions, à réglementer, parce qu'ils n'ont pas ce retour et parce qu'il est très cher et compliqué à mettre en place. Ouais. Donc, je ne défends pas les décideurs qui prennent des arrêtés, mais à leur décharge, ils n'ont pas forcément les outils qui leur permettraient de ne pas t'interdire d'aller à Arès avec ton kayak. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là. On a déjà dépassé l'heure. Il y aurait encore beaucoup à dire et à faire. Par contre, on peut vous inviter à poursuivre la discussion là, le temps qu'on s'en aille de la salle si besoin. En tout cas, merci. Il fait trop froid, c'est ça. C'est pour ça. Merci en tout cas à vous de votre présence ce soir. Merci aux éventuelles personnes qui nous auraient regardé sur Facebook Live. Merci à vous trois d'avoir participé à cette conférence. Et j'en profite pour remercier aussi le CLAS qui était en régie pour tous les aspects techniques et pour que ceux qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui puissent retrouver l'intégralité de la conférence bientôt en ligne sur le site internet de l'Écomusée. Je vous remercie et bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci.